avoir des programmes structurés d'informations linéaires. En réalité, nous avons souvent des informations conditionnées par des conditions. Nous allons le voir donc avec les structures if, ou des informations qui vont se répéter un certain nombre de fois. Nous le verrons donc par la suite avec les boucles. Nous allons commencer par étudier la structure de choix if. Cette structure permet de conditionner, là la condition se passe ici, une action qui va être délimitée par un bloc. Nous voyons que si la condition est vraie, le bloc, donc l'ensemble, le bloc étant un ensemble d'instructions, nous verrons par la suite comment est délimité un bloc. Nous utiliserons en l'occurrence des accolades pour délimiter ce bloc. Si la condition est donc vraie, le bloc va s'exécuter, et dans le cas contraire, nous voyons que le programme va être dérivé sur le côté, et donc que l'exécution du bloc ne s'effectuera pas. Pour illustrer cette première structure de choix, nous allons réaliser un petit programme très simple. Nous allons tester l'âge d'une personne. En l'occurrence, nous allons voir si cette personne est majeure. Et nous allons tester donc si l'âge est supérieur à 18. Vous voyez que dans l'expression de condition, nous utilisons donc les opérateurs de condition que nous avons vus précédemment. À ce sujet d'ailleurs, ce serait intéressant de mettre supérieur ou égal à 18. Et nous allons donc créer le bloc d'instruction qui sera exécuté dans ce cas. Je vous propose simplement de mettre dans ce bloc, d'afficher un message indiquant que la personne est bien majeure. Voilà. Pour simuler l'information âge, nous allons créer une variable âge. Nous allons initialiser cette variable et je propose donc de l'initialiser à une valeur supérieure à 18 ans de sorte à ce que notre test réponde donc positivement. J'enregistre donc ma page ensuite. Donc je l'enregistre dans nous allons utiliser en condition if dans mon répertoire structure. Et je vais pouvoir maintenant la tester dans le navigateur. Donc répertoire structure, condition if. Et là, je vois que l'information qui est affichée, vous êtes majeur, est cohérente par rapport à l'âge, puisque la personne est censée donc avoir 22 ans. Nous allons tester maintenant le cas où l'âge de la personne est inférieur à 18 ans. Nous allons indiquer en l'occurrence âge égale 10. Nous pouvons donc nous attendre, si nous réalisons nos tests dans le navigateur, à ce que le navigateur n'affiche rien, puisque notre test, ici, l'instruction echo, n'est valide que dans le cas où l'âge est supérieur à 18. Nous allons vérifier cela de suite. Nous allons dans notre navigateur, nous actualisons, et comme vous pouvez le constater, rien ne s'affiche. Nous allons donc maintenant voir une autre structure de condition qui permet justement d'afficher une information dans le cas où la personne est mineure. Cette nouvelle structure s'appuie aussi sur une structure if, donc là en l'occurrence l'algorithme qui est indiqué ici indique si la condition est valable, nous allons exécuter le bloc, mais dans le cas où cette condition n'est pas bonne, à ce moment-là on exécutera le bloc 2. Vous voyez que ici au niveau de l'algorithme qui correspond, au niveau de la syntaxe, on est obligé donc de décaler la structure, le bloc qui est conditionné par la réponse positive de celui qui sera conditionné par la réponse négative. Le alors sera donc remplacé en PHP donc par une structure if, si condition alors, et le sinon sera remplacé par la suite, nous verrons, par un else. Passons à la pratique et revenons sur notre exercice précédent. Nous allons donc ajouter ici la structure else. Nous allons aussi utiliser des accolades, même si, je vous le répète, elles ne sont pas indispensables dans ce cas. Nous allons indiquer ici, simplement, vous êtes mineur. Voilà. Et ce qu'il est judicieux de faire, d'ailleurs, autant en parler tout de suite, c'est d'indenter, pour la structure de votre programme, d'indenter le code.
par rapport à sa structure. Nous allons commencer à voir maintenant dans ce chapitre des structures plus ou moins complexes, et il est intéressant de prendre des bonnes habitudes tout de suite et d'indenter le code de sorte à ce que ce soit plus lisible par la suite. Nous allons maintenant tester ce cas dans un navigateur. Ouvrons le navigateur. Nous allons parcourir donc notre répertoire structure, le fichier, et comme vous pouvez le constater, donc cette fois nous affichons vous êtes mineur dans le cas où la condition qui est présente ici dans l'expression de condition de la structure if n'est pas valide. Nous venons de voir donc qu'avec cette structure nous pouvons tester deux alternatives possibles, le cas où le test de condition répond positivement et le cas où celui-ci répond négativement. Nous pouvons par contre utiliser une autre structure plus complexe pour tester plusieurs conditions. Nous allons donc vous proposer de vous présenter cette structure dès maintenant. Cette nouvelle structure est constituée de deux tests imbriqués. Nous avons ici un premier if qui conditionne le bloc et nous allons chaîner donc sur un second qui lui conditionnera un second bloc, et dans le cas où les deux conditions ici sont négatives, nous aurons donc le bloc else qui ensuite lui sera exécuté dans ce cas de figure. Nous allons mettre en pratique cela tout de suite dans notre petit exemple. Nous allons maintenant devoir réorganiser notre programme pour tester une troisième alternative. Je vous propose par exemple de créer une troisième alternative pour indiquer que la personne peut prendre sa retraite. Donc on va tester si l'âge est supérieur à 60. Nous prendrons un cas donc où la personne a 65 ans. Pour cela, nous allons devoir réorganiser quelque peu les tests. En effet, nous allons d'abord tester si la personne est mineure. Donc là ici, ce cas-là, ce sera donc est-ce que la personne est mineure. Nous testerons ensuite le second cas si la personne est donc d'un âge supérieur ou égal à 60 ans, et nous lui indiquerons à titre d'information qu'il peut prendre sa retraite. Et ensuite, nous aurons à la fin de tout cela le else final qui lui conditionnera donc la troisième alternative, à savoir donc nous avons testé s'il était mineur, nous avons testé s'il pouvait prendre sa retraite. Nous allons indiquer par exemple maintenant que la personne donc majeure, mais vous ne pouvez pas encore prendre votre retraite. Voilà. Donc, nous allons enregistrer ce petit programme et le tester dans le navigateur. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons donc affaire à une personne de 65 ans. Vous pouvez donc prendre votre retraite, ce qui est tout à fait logique, puisque 65 ans, si nous regardons le premier test, l'âge n'est pas inférieur à 18, donc ce premier test est négatif. Il passe donc au second test. Là, ici, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 60? Là, l'expression de condition renvoie donc un booléen vrai. Donc l'instruction qui est conditionnée par ce test, vous pouvez prendre votre retraite, s'affiche donc ici dans votre navigateur, ce qui est tout à fait normal. La dernière alternative conditionnée par le else donc ne s'exécutera pas puisque nous sommes arrêtés à ce stade. Je propose par exemple, pour vérifier si les autres alternatives fonctionnent, de modifier et de revenir donc à une personne mineure, en l'occurrence, de tester cela. Donc vous êtes d'accord que ici le résultat correspond bien au premier test qui lui cette fois est positif, et donc vous êtes mineur et s'affiche donc à l'écran. Revoyons ensuite le cas d'une personne majeure mais qui ne peut pas encore prendre sa retraite. Nous allons tester cela
Et c'est bien le dernier message, à savoir les deux tests de notre structure sont tous les deux négatifs, puisque 22, donc dans ce cas-là, âge n'est pas inférieur à 18, ici âge n'est pas supérieur ou égal à 60, donc les deux tests sont négatifs, et c'est la dernière alternative qui est introduite par le else qui va s'exécuter. Donc vous êtes majeur, mais vous ne pouvez pas encore prendre votre retraite, donc c'est tout à fait logique. Notre système fonctionne correctement. Nous avons vu précédemment qu'il était possible de réaliser des structures de choix avec plus de deux alternatives, avec la structure if-else. Cependant, lorsque le système devient plus complexe, en l'occurrence si on doit comparer la variable avec un grand nombre de valeurs, il est plus judicieux d'utiliser une autre structure que nous allons vous présenter maintenant, qui est la structure switch. Il faut cependant que dans ce cas, ce soit des comparaisons. Donc le test de comparaison doit être un test d'égalité exclusivement pour que cela fonctionne. On ne peut pas donc intégrer d'inéquation dans le cas d'un switch. C'est la seule contrainte d'usage de cette structure. Vous pouvez voir ici, par rapport à l'organigramme qui représente cette structure, nous allons donc initialiser une variable au début, qui va être ensuite testé successivement avec différentes valeurs. Si le test est positif, le bloc correspondant sera exécuté. Sinon, nous passerons au test suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin. Au passage, nous pouvons remarquer que si aucun de ces tests ne se révèle exact, nous avons la possibilité de mettre un bloc défaut qui, dans ce cas-là, sera exécuté dans le cas où aucune des valeurs ne correspond. Voilà, nous allons passer maintenant à la pratique pour réaliser un petit programme à l'aide de cette structure switch. Pour illustrer donc l'utilisation de la structure switch, je vous propose de réaliser un système d'affichage de bienvenue selon la langue qui sera sélectionnée préalablement. Nous allons donc déclarer cette langue. Nous avions au passage réalisé déjà un système un peu semblable avec l'opérateur ternaire dans un chapitre précédent, mais celui-ci ne fonctionnait qu'avec 2 langues. Là maintenant nous allons l'étendre avec 4 langues. Nous avons initialisé ici la simulation du choix de la langue. Évidemment, ce choix devra être fait par la suite, soit par un petit formulaire ou par un programme annexe. Et nous allons rentrer maintenant dans la structure du switch qui va nous permettre donc de sélectionner la bonne langue. Nous allons donc indiquer switch, la parenthèse ouvrante, indiquer la variable qui doit être testée, à savoir LG, et nous allons dès maintenant définir le bloc qui va conditionner toutes les possibilités, à savoir la première possibilité qui est introduite par, comme vous pouvez le constater, par le mot-clé case. Donc nous allons commencer par le cas où la langue est en français, et dans ce cas nous avons derrière une fonction echo qui va afficher bonjour en français. Voilà, au passage, essayez pour une meilleure lisibilité de votre code d'utiliser les annotations pour bien décaler, dans la mesure où echo fait partie de la structure case. Il est intéressant de le décaler d'une tabulation. Je vais, pour gagner du temps, dupliquer cette structure. Voilà. Donc nous allons voir 4 langues. Voilà, je l'ai dupliqué 4 fois. Je vais personnaliser maintenant chacune d'entre elles. Donc là, le cas où la langue sélectionnée est anglaise, l'espagnol, donc hola, et ensuite la langue allemande. Voilà. Donc notre structure est désormais opérationnelle, nous allons pouvoir la tester. Dans le cas présent, le système devrait répondre bonjour puisque nous avons simulé une sélection préalable de la langue française. Donc nous allons enregistrer ce fichier dans notre répertoire habituel et nous avons l'enregistrer sous le nom condition switch. Et le tester dans un navigateur.
Comme vous pouvez le constater, notre système renvoie toutes les langues les unes après les autres. En effet, cela s'explique par le fait que le premier choix étant la langue française, le système passe par ce premier choix et continue de parcourir la boucle switch et donc affiche toutes les autres alternatives. Pour remédier à cela, nous allons modifier notre code en ajoutant une structure de break qui va nous permettre d'échapper au système dès lors qu'une de ces alternatives sera choisie. Donc nous allons ajouter la structure de break à la fin de chaque ligne. À la fin, c'est donc pas utile puisque nous sommes à la fin du programme. Nous allons quand même cependant le mettre. Nous allons enregistrer cela et refaire un test de nouveau. Et là, comme vous pouvez le constater, cette fois, notre système fonctionne correctement. On affiche donc bonjour. Nous allons revenir donc dans le programme et faire une simulation de la langue espagnole. Nous enregistrons. Nous testons. Et c'est bien Hola qui s'affiche. Donc notre système fonctionne correctement. Si toutefois nous avions une langue inconnue, il serait dans ce cas intéressant de définir une alternative défaut en ajoutant des fausses à la fin de notre structure. Et nous allons indiquer par exemple qu'il s'agit d'une langue inconnue. Voilà. Et pour simuler ce cas, nous allons donc mettre une variable aléatoire dans LG. Nous allons le tester. Et si nous validons notre navigateur, si nous actualisons, voyons que c'est bien l'option par défaut qui est affichée. Nous allons nous intéresser maintenant aux structures de boucles. Les boucles sont en effet très intéressantes en programmation, dès lors qu'on doit générer à plusieurs reprises la même partie de programme. Voyons dans un premier temps une boucle de base qui sera matérialisée par la suite par une structure while. La structure, comme vous pouvez le voir sur l'organigramme ici, comporte une première phase d'initialisation du compteur. Il est en général opportun d'attribuer en fin de compte à une variable cette fonction de compteur, donc en l'occurrence. Ensuite, nous passons dans la boucle où il y a une condition qui s'appelle la condition de boucle, et tant que cette condition sera valide, nous allons réaliser la boucle et donc continuer de boucler ici. Donc cette condition est ni plus ni moins structurée de la même manière que celle que nous avons vue pour les structures de choix précédemment. Nous aurons l'occasion de voir ça, de mettre ça en pratique. Il est intéressant de noter que lorsqu'on va boucler, il est impératif que le compteur de boucle puisse évoluer, puisque la condition s'appuie en général sur le compteur. Il faut donc ne pas oublier d'ajouter en bas du bloc une évolution de ce compteur. Nous verrons qu'il y a différentes structures en fin de compte de boucle. Si nous marchons avec une boucle avec incrémentation, il faudra donc mettre ici une instruction d'incrémentation du compteur. Voilà, dès lors le compteur va évoluer et on va arriver à un moment où la condition ne sera plus valide, et dans ce cas-là, le programme prendra le chemin de la sortie et continuera de faire les instructions qui suivent cette boucle. Pour illustrer l'utilisation de la boucle while, nous allons mettre en place une structure qui affiche le nombre de tours qu'il reste encore à le parcourir. Nous allons donc commencer par initialiser un compteur comme nous l'avons indiqué précédemment. Donc nous allons prendre i par exemple pour compteur. Nous allons initialiser à 5 pour réaliser donc 5 tours de boucle. Et nous allons commencer à saisir donc notre boucle while ici et à mettre à l'intérieur de la parenthèse de la boucle while la condition de boucle. Donc je vous rappelle que la condition de boucle est la condition qui doit être respectée si la boucle doit continuer de tourner. Dès que cette expression n'est plus respectée, dans ce cas-là, on sort de la boucle. Les instructions du corps de boucle doivent être encadrées sous forme d'un bloc. Donc nous allons mettre nos accolades en place, comme nous les avions utilisés d'ailleurs pour les structures de choix. Je vous rappelle que les accolades servent à regrouper plusieurs instructions ensemble pour former qu'une seule entité. Et nous allons indiquer ici
les instructions qui vont être réalisées dans ce corps de boucle. La première, donc, comme je vous disais précédemment, nous allons indiquer combien de tours il reste, et nous allons pour cela utiliser ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire la concaténation, puisque nous allons indiquer ici la valeur du compteur, la variable étant donc différent du texte qui l'entoure. Nous utilisons la concaténation par le biais de l'opérateur de concaténation qui est le point, qui sert donc à coller un texte avec une variable ici. Voilà. Donc encore donc n tours pour sortir. Voilà. Nous allons profiter pour intégrer dans ce texte une instruction, du moins une balise BR, de sorte à générer un retour à la ligne pour que tout ça s'affiche sur des lignes différentes. Nous avons vu déjà la possibilité d'intégrer du BR dans des échos pour générer des balises HTML. Voilà, nous avons réalisé la première instruction. La deuxième sera le compteur de boucle. En l'occurrence, ici le compteur sera un décompteur, puisque nous allons partir avec une variable $i qui est égale à 5, et la finalité est de descendre en dessous de 0, puisque le compteur marchera tant que cette variable est supérieure à 0. Nous allons donc devoir ici intégrer un décompteur de boucle. Nous allons donc utiliser l'instruction de décrément que nous avons vu précédemment dans le chapitre d'avant. Et voilà, notre structure est maintenant terminée. Ce que je vous propose, c'est d'afficher simplement à la fin un petit message pour indiquer que la boucle est terminée. Notre programme est maintenant opérationnel, nous allons pouvoir le tester. Nous allons l'enregistrer donc dans notre répertoire de structure. Nous allons le nommer boucle while. Voilà. Et nous allons le tester dans le navigateur. Donc le programme boucle while, voilà. Nous pouvons constater ici que notre système marche correctement. Nous avons donc fait 5 itérations de cette boucle. La première, donc, lors du premier passage, le compteur étant égal encore à 5. Dès lors que nous sommes passés donc au niveau de l'instruction de décrément, celui-ci passe à 4. On revient donc ici, on reteste de nouveau. 4 étant toujours supérieur à 0, on continue de boucler, etc. jusqu'au moment où nous allons arriver au tour où le compteur sera égal à 1, comme vous pouvez le voir ici. Donc dans ce cas-là, lorsque nous allons revenir ici, le compteur étant égal à 1, il sera ensuite décrémenté, la variable $i sera donc égale à 0, et lorsque nous allons tenter de refaire une sixième boucle, la condition de boucle ne sera plus valide, et donc notre programme sera redirigé vers la suite, à savoir vers cette fonction, vers cette instruction qui indique que la boucle est terminée. Il existe néanmoins 2 pièges courants lorsqu'on réalise une boucle. Le premier piège est d'initialiser une variable qui est déjà en dehors du test de condition de boucle, à savoir si par exemple je mets 0 ici, et que j'enregistre et je teste, et j'actualise. Vous voyez ici que la boucle ne démarre pas du tout dans ce cas, elle ne s'exécute pas du tout. Le deuxième problème que nous pouvons rencontrer est le cas où la boucle part en boucle infinie. Reprenons donc une configuration de base d'une boucle qui fonctionne. Donc nous allons nous en assurer tout de suite que notre boucle refonctionne correctement. Revenons ici et modifions par exemple le décrément que nous avions ici. Nous allons maintenant le mettre en incrément. Il faut bien comprendre que ces 3 éléments, celui-ci, l'initialisation du compteur, celui-ci, la condition de boucle, et son incrément, on va appeler ça son évolution, puisqu'on peut avoir des incréments comme des décréments.
doivent être cohérentes entre elles. À savoir, nous avions ici un cas où c'était cohérent lorsque nous avions moins. Si nous modifions le décrément et nous le remplaçons par un incrément, la boucle, cette fois, lorsqu'on va initialiser le $i à 5, va aller vers l'infini et donc ne rentrera jamais dans la condition de sortie de boucle. Nous allons tester donc ce cas de boucle infinie. Si nous testons maintenant, vous voyez que le système donc sature et a du mal à l'afficher, il l'affichera peut-être jamais d'ailleurs. Et donc nous avons typiquement une boucle infinie. La boucle tourne dans le vide et n'arrive jamais à afficher le résultat. Au bout d'un certain temps, vous voyez que le résultat s'affiche et donc évidemment, c'est pas du tout l'effet que nous attendions. Je vous propose maintenant d'illustrer le fonctionnement d'une boucle avec une application plus concrète. Cette première application étant très simple et avait surtout une vocation pédagogique, nous allons maintenant voir comment réaliser dynamiquement un tableau HTML. Nous allons donc commencer par créer la structure d'un tableau HTML. Donc, nous allons faire un simple tableau. Voilà. Et nous allons donc mettre une structure de ligne à l'intérieur. La cellule. Donc nous mettrons une valeur quelconque. Ici, la fin de la cellule. Et ici, la fin de la ligne. Voilà, nous avons une structure de boucle traditionnelle. L'idée est la suivante. Donc je vais m'assurer que mon tableau s'affiche correctement en le mettant dans la partie HTML. Ici, je vais d'ailleurs peut-être ajouter un border de sorte à voir le bord de ce tableau. Voilà. Je vais en profiter d'ailleurs pour remettre ma boucle en état, pour éviter qu'elle parte en vrille de nouveau. J'enregistre tout ça, je regarde la structure de mon tableau. Voilà, nous avons un tableau d'une cellule, une colonne, donc qui s'affiche ici dans notre navigateur. Le but maintenant, ça va être de réaliser donc un tableau dynamiquement d'une seule colonne. Et nous mettrons par exemple le numéro du compteur à l'intérieur. Revenons maintenant dans l'éditeur et voyons comment nous pouvons intégrer ce tableau pour le générer dynamiquement. Il faut bien comprendre que nous allons donc placer la fin de tableau à la fin de notre programme PHP. Le programme PHP, lui, aura pour mission d'exécuter donc autant de lignes que l'on désire. Nous allons donc générer cette partie dans notre boucle à la place du système que nous avions précédemment. Le compteur de boucle est toujours d'actualité. Je vous propose de, comme je vous l'avais suggéré avant, de mettre ici le compteur de boucle comme valeur, donc $i, voilà, avec donc un opérateur de concaténation. Voilà, notre système est maintenant opérationnel. Nous avons donc ici le début de la balise du tableau, ici la fin de cette balise de tableau, et ici nous avons donc notre petit script PHP qui, lui, va nous générer, autant de lignes qu'il y aura de boucles de programmées. Nous allons tout de suite tester ce système dans le navigateur. Et vous voyez que nous générons donc un tableau de 5 lignes, comme nous l'avions prévu initialement. Si nous observons le code qui est ainsi généré, nous apercevons que nous avons bien 5 fois le même code de la ligne, donc là la première fois, la deuxième fois, etc. Nous avons 5 fois le code de la ligne qui permet donc d'afficher les 5 lignes que nous voyons ici dans le tableau HTML. Voyons maintenant le cas où nous avons ici une boucle qui ne démarre pas, donc nous avons initialisé notre compteur à 0. Si nous enregistrons notre programme et nous le testons maintenant,
Nous avons donc aucune boucle qui démarre, et si nous regardons le code, il y a cependant une structure de tableau qui est envoyée dans la page HTML. Évidemment, cette structure n'est pas du tout compatible au W3C, puisque nous avons une structure de tableau qui est vide. Il faut donc éviter de générer ce style de structure. Pour éviter cela, nous allons voir une nouvelle structure qui est la structure do-while. La structure do-while peut se représenter avec l'organigramme suivant. Nous avons toujours l'initialisation du compteur. Ici, par contre, nous avons l'exécution du bloc qui est placé avant la condition de boucle. Donc, cela permettra, même si la condition n'est pas valide dès le premier tour, d'exécuter au moins une fois un tour de boucle. Nous allons donc maintenant appliquer cela à notre cas et modifier donc notre programme en rapport pour éviter qu'une structure de tableau ne possédant pas de structure TR et TD puisse être générée par la suite. Pour modifier notre programme, nous allons donc devoir placer la condition en fin de bloc et introduire le début du bloc avec le mot-clé do, donc d'où le nom de la boucle do-while. Il faut faire attention de bien indiquer cette fois, ce qui est un peu déstabilisant quelquefois, un point virgule ici qui clôture en fin de compte la structure do-while. Voilà. Cette structure a été modifiée et nous allons maintenant la tester dans le navigateur. Et comme vous pouvez le constater, cette fois, dans les mêmes conditions, à savoir en demandant donc en initialisant le compteur à 0, avec cette nouvelle structure do-while, le système génère malgré tout un tableau qui possède un minimum d'une ligne. Donc nous pouvons voir ici que cette fois le code généré est compatible W3C puisqu'il comporte bien une balise table, une fin de balise et donc une ligne minimale comme nous pouvons le voir ici dans le code source. Nous allons maintenant nous intéresser à un troisième type de boucle. Il s'agit de la boucle for. La boucle for est en effet très intéressante car elle est beaucoup plus compacte que la boucle while et vous verrez que par la suite, dès lors que vous utilisez des boucles d'une manière imbriquée, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la boucle for. Elle est plus facile à mettre en œuvre. Pour la démonstration, je vous propose de repartir du petit programme de la boucle while précédent, de sorte à bien voir la correspondance entre une boucle while et une boucle for. Je vais donc taper la syntaxe d'une boucle for, donc en l'occurrence for la parenthèse. Le principe de la boucle for est de regrouper dans les parenthèses ici les trois éléments qui conditionnent une boucle, à savoir nous avions vu précédemment que le premier élément était le compteur de boucle, nous allons donc le placer ici. Nous avions comme deuxième élément la condition de boucle, nous allons donc la placer ici. Et nous avions comme quatrième élément l'instruction d'incrément ou de décrément que nous allons ici placer dans la troisième partie des parenthèses. Vous remarquerez au passage que les séparateurs de ces trois parties sont des points-virgules. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer notre bloc, qu'on appelle donc le corps de la boucle, et à y insérer l'instruction ou les instructions que vous désirez réaliser en l'occurrence. Vous voyez que ici on a une structure qui est quand même beaucoup plus légère, comme vous pouvez le constater, de la boucle for que la structure while qui nécessite une initialisation du compteur et un écrasement dans le corps de boucle. Je vous propose donc de tester cette boucle. Nous allons donc supprimer la boucle while puisque on n'en a plus besoin maintenant. Je vais enregistrer ce nouveau programme dans une nouvelle page que je vais nommer boucle for. Et je vais la tester maintenant dans le navigateur. Boucle for. Et vous voyez que la boucle for se comporte exactement de la même manière que la boucle while que nous avons réalisée précédemment. Je vais profiter de l'étude sur la boucle for pour vous présenter les boucles imbriquées. En guise d'exercice, pour illustrer l'usage des boucles imbriquées,
nous allons réaliser un tableau dynamique, comme nous l'avions fait d'ailleurs avec la boucle while, et nous allons rappeler la structure d'un tableau dynamique. Nous allons d'ailleurs lui associer un bord pour qu'on puisse le voir par la suite dans notre navigateur. Ici, nous allons donc ajouter la balise de fin de table, et ce script aura pour but donc de générer l'intérieur du tableau à la fois au niveau des lignes dynamiques que des colonnes dynamiques. Nous allons donc modifier notre première boucle, nous allons modifier le nom du compteur en lui associant donc ligne qui est plus explicite par rapport à l'usage qu'il aura, puisque cette boucle va permettre de conditionner le nombre de lignes. Voilà, ligne. Nous allons avoir donc à l'intérieur de cette boucle la première balise TR de la ligne. Donc nous allons la générer de cette manière. Voilà. Et avant la fin du corps de boucle, nous aurons la seconde balise de fermeture, donc /tr. Voilà, nous en avons fini maintenant pour la structure de la ligne. Nous allons nous placer à l'intérieur de cette structure pour intégrer une seconde boucle cette fois, qui aura pour fonction de générer les colonnes. Nous allons donc modifier le compteur en rapport, nous allons le nommer col. Voilà. Et nous allons remplacer ces balises TR par des balises TD. En ce qui concerne le contenu même du tableau, je vous propose de faire comme nous l'avions fait dans l'exercice précédent, d'indiquer donc le nombre de lignes et de colonnes. Donc nous allons mettre, par exemple, reprendre la variable ligne. Nous allons la relier avec un petit tiret donc du texte à l'aide d'un opérateur de concaténation et placer ensuite la variable colonne à la fin. Voilà, notre structure donc de boucle est maintenant terminée et nous allons pouvoir la tester dans notre navigateur. Nous allons donc afficher la page que nous venons de réaliser, boucle for, et nous constatons que nous avons bien un tableau généré dynamiquement, possédant donc 5 lignes et 5 colonnes. Pour notre exercice, nous allons modifier le nombre de lignes pour voir si le tableau réagit bien à ce paramètre et lui associer donc un nombre de colonnes plus grand. Nous allons mettre 6. Nous enregistrons. Si nous testons de nouveau notre système, nous apercevons que notre tableau se conditionne bien par rapport à ces deux paramètres, puisque nous avons maintenant un tableau de 6 colonnes et de 3 lignes, comme nous l'avons programmé ici. Je vous propose maintenant de faire une troisième application pour utiliser donc les boucles for. Cette application sera un peu plus complexe que les deux précédentes, puisque nous avons dans la première application réalisé une simple boucle qui était plus à finalité pédagogique. La deuxième application, c'était une boucle imbriquée qui permettait de réaliser un tableau HTML. Je vous propose maintenant de réaliser un tableau qui va représenter toutes les couleurs indépendantes des navigateurs. Peut-être est-il intéressant de rappeler quelques petites notions de base à ce sujet. Une couleur en HTML peut être définie selon une valeur hexadécimale de 3 octets. Le premier octet représentera la couleur rouge, le deuxième la couleur verte et le troisième la couleur bleue. Afin de s'assurer qu'une couleur s'affiche de la même manière dans tous les navigateurs, et cela quelle que soit la carte graphique de l'ordinateur client, une palette de couleurs réduite a été définie. Celle-ci est limitée à 6 valeurs d'octets possibles. Ces 6 valeurs sont 00, 33, 66, 99, CC et FF. Cette palette s'appelle les couleurs indépendantes des navigateurs et je vous propose maintenant de réaliser cette palette à l'aide d'un script PHP. Pour bien comprendre le programme que vous allez réaliser, voici le tableau une fois terminé. Comme vous pouvez le constater, la première ligne fait évoluer
la couleur bleue de 0,0 à gauche jusqu'à FF. Ensuite, ici, nous avons une partie qui est délimitée par un tableau qui permettra d'évoluer avec ces mêmes informations par rapport à la couleur verte de 0,0 sur la première ligne jusqu'à FF, la dernière ligne du tableau. Nous allons avoir ensuite un ensemble de tableaux, celui-ci est le premier, celui-ci est le deuxième, et ainsi de suite, où cette fois, de tableau en tableau, c'est la couleur rouge qui va évoluer de 0,0 comme on le voit ici, jusqu'à la valeur finale du dernier tableau qui sera FF. Nous allons passer maintenant à la réalisation de ce script afin de réaliser ce tableau des couleurs indépendantes. Nous allons maintenant réaliser le code du tableau des couleurs indépendantes et pour ça, nous allons stocker les différentes valeurs des couleurs dans un tableau que nous allons nommer couleurs. Nous allons stocker donc ces informations dans un tableau, donc nous allons créer une structure AREA et nous allons lister ici les différentes valeurs des octets 33, 66, 99, CC et enfin FF. Voilà. Pour s'assurer que ces informations sont bien stockées dans le tableau, je vous propose d'utiliser la structure de printer que nous avions exploitée précédemment. Pour cela, nous allons ouvrir le code modèle dans lequel nous avions sauvegardé ces infos et nous allons le copier à la suite de notre programme. Nous allons simplement remplacer $post, cette fois par le nom du tableau que nous venons de réaliser. Si nous enregistrons maintenant cette page dans le répertoire structure sous le nom de tableau des couleurs et que nous testons cette application dans le navigateur, nous pouvons constater que les valeurs sont correctement enregistrées dans le tableau. Nous pouvons donc passer à la suite du programme. Je vous invite à tester votre programme dès que vous le pouvez, afin d'éviter de vous retrouver donc à la fin avec un programme complexe et de nombreux problèmes à résoudre en même temps. Nous allons maintenant réaliser la première structure de boucle. Nous allons donc définir une boucle for. Je vous rappelle que la boucle for contient 3 parties. Voici donc ensuite ces accolades qui vont définir donc le bloc du corps de boucle. Nous allons mettre à l'intérieur de cette boucle, nous allons initialiser une première variable qui sera la première couleur, à savoir la variable, nous allons l'appeler la variable rouge. Celle-ci sera donc initialisée à 0. Nous allons ensuite mettre dans la partie réservée à la condition de boucle un test qui permettra de vérifier si cette variable dépasse le nombre de couleurs dont on dispose, à savoir 6. Et enfin, nous aurons dans la dernière partie l'incrément, à savoir rouge plus plus. Si vous le désirez, nous pouvons encore une fois réaliser un nouveau test pour nous assurer que cette boucle rouge fonctionne correctement. Je vais donc réaliser par exemple une ligne qui affichera rouge suivie d'un retour à la ligne. Je vais enregistrer cette page et la faire tourner dans le navigateur. Je vois que cette boucle fonctionne correctement puisque j'ai ici donc 6 fois l'information rouge et je peux donc continuer à développer mon code. Cette première boucle, comme je vous l'expliquais précédemment, sera destinée à créer 6 tableaux principaux. Nous allons donc générer 6 tableaux en générant donc des balises d'ouverture de tableaux. Voilà. Et nous allons tout de suite penser à fermer cette balise à la fin de la boucle. Une fois que ces tableaux générés, nous allons nous intéresser maintenant à la boucle imbriquée dans ces tableaux qui s'occupera donc
de la génération des différentes lignes. Pour cela, nous allons recréer une structure for, comme nous l'avions fait précédemment. Nous allons d'ailleurs indenter notre code pour améliorer sa lisibilité. Voilà. Nous allons adapter aussi le compteur de cette nouvelle boucle. Cette boucle doit régir donc la couleur bleue. Nous allons donc adapter, modifier le nom de la variable rouge en bleu. Et nous placer à l'intérieur pour générer donc les différentes lignes, à savoir la première balise TR, et ensuite la balise de fermeture de chacune des lignes. Il nous reste maintenant à créer de la même manière la boucle imbriquée pour la couleur verte qui, elle, devra donc générer autant de colonnes qu'il y aura de couleurs, à savoir 6 de la même manière. Donc nous allons procéder de la même manière pour cette boucle. Nous allons adapter le compteur de boucle en lui attribuant la couleur comme nous l'avons fait précédemment. Voilà. Et nous allons afficher cette fois les balises des cellules. Voilà. Cellule ouvrante, la balise de la cellule ouvrante. Et là, la balise de la cellule fermante. Nous avons maintenant une structure qui devrait fonctionner complètement. Nous allons pour nos tests mettre par exemple à l'intérieur de simples croix, de sorte à nous assurer que notre tableau fonctionne bien. Nous allons enregistrer notre programme, CTRL S, et le tester dans le navigateur. Donc tableau couleur. Nous obtenons donc cette structure de tableau qui représente 6 tableaux imbriqués, avec à chaque fois 6 lignes et 6 colonnes intégrées correspondant à la variation de chacune des couleurs. Nous allons continuer maintenant le développement de notre système et nous allons indiquer à l'intérieur de cette cellule la valeur hexadécimale de la couleur. Pour cela, il va nous falloir au préalable créer une variable supplémentaire qui s'appellera par exemple couleur cellule et qui prendra donc comme valeur la concaténation de chaque pointeur. Chaque pointeur, selon son évolution, aura donc une valeur différente. Et si nous réalisons une concaténation de toutes ces couleurs, en commençant par la rouge, point, la couleur, donc le tableau couleur rouge, avec les crochets du tableau. Voilà. Ensuite, nous allons avoir une nouvelle concaténation de la couleur verte avec le pointeur vert. Et enfin, la couleur bleue à la fin. Si nous récupérons cette information et si nous l'affichons maintenant dans notre cellule, nous devrions avoir donc la valeur hexadécimale à la place des X précédents dans chacune des cellules. J'enregistre mon tableau, je passe dans le navigateur et je teste, et je vois effectivement que j'ai à la place des valeurs X provisoires, j'ai bien l'évolution de ma valeur hexadécimale représentant chacune des couleurs indépendantes. Revenons maintenant dans notre éditeur. Il nous reste maintenant à colorer la cellule en question avec la couleur appropriée. Pour cela, nous allons rajouter dans la cellule TD un attribut BGColor
auquel nous allons affecter la couleur. Donc en l'occurrence, on va faire une concaténation que nous venons de définir juste avant, la couleur hexadécimale. En prenant soin de faire précéder cette valeur d'un dièse qui indique, je vous le rappelle, que la couleur de la cellule est exprimée en hexadécimal. Enregistrons maintenant notre nouveau programme, passons dans le navigateur et testons-le. Nous obtenons donc le tableau que nous avions planifié de faire précédemment. Ce tableau est entièrement généré par le script que vous avez à votre gauche. Nous arrêterons donc sur cet exercice en ce qui concerne les boucles for. Nous avons vu dans la leçon précédente qu'il était possible de parcourir un tableau à l'aide d'une boucle. Nous allons voir maintenant qu'il existe une fonction spécifique à cela qui s'appelle forEach, qui permet de parcourir d'une manière plus compacte un tableau. Nous allons l'appliquer à un petit exercice. Commençons par créer un tableau. Je vous propose par exemple de créer un tableau contenant des agences. Nous aurons donc l'agence de Paris, l'agence de Lille et l'agence de Marseille. Comme d'habitude, je vous invite pour tester ce tableau à utiliser une structure printer que nous allons ouvrir. Nous allons la récupérer dans notre petit modèle et que nous allons intégrer donc ici pour nous assurer avant toute chose que le tableau agence est correctement formé. Donc, je mets la valeur du tableau dans le printer et j'enregistre pour faire mon premier test ce programme sous le nom boucle forEach. Je passe maintenant dans mon navigateur et j'affiche mon tableau. Comme vous pouvez le voir, ma déclaration de tableau fonctionne correctement. Je retrouve bien ici mes différentes valeurs. Il s'agit donc d'un tableau indicé, puisque l'indice, entre les crochets se trouve l'indice 0, 1 et 2. Nous allons donc pouvoir continuer notre programme. Nous allons donc saisir la structure de la boucle forEach maintenant. La syntaxe de la boucle forEach est un peu différente d'une boucle for traditionnelle. En effet, vous aurez un mot-clé as qui reliera à gauche de ce mot-clé le nom du tableau que nous allons parcourir, à savoir agence ici, et à sa droite le nom de la variable qui va contenir les différentes valeurs du tableau. À savoir ici, ce sont des villes. Je vais donc prendre le nom ville. Comme toutes les boucles, la boucle forEach doit être organisée par rapport à un corps de boucle, délimité par des accolades. Et nous allons maintenant exploiter le contenu en affichant chacune des villes. Voilà, on va utiliser un petit peu de concaténation pour afficher donc la variable ville à laquelle on va coupler un BR de sorte à ce que notre information revienne à la ligne pour chaque ville. Nous enregistrons donc notre nouveau programme, nous passons dans le navigateur et nous testons. Voilà, nous obtenons donc cette structure. Comme vous pouvez le voir, les informations du tableau s'affichent correctement, précédées de villes, comme nous l'avions convenu ici.
Il est intéressant de noter que cette structure for each est en fin de compte le pendant pour une intégration de contenu de tableau dans une production. Contrairement au printer, qui lui est très intéressant à mettre en œuvre rapidement pour connaître le contenu, mais on doit se contenter du printer uniquement pour la mise au point. Revenons maintenant à notre éditeur. Nous avons vu qu'il était possible de faire une boucle for each sur un tableau indicé. Nous allons voir maintenant que nous pouvons aussi l'appliquer à un tableau associatif. Je vais donc faire un petit commentaire. Pour distinguer ces deux cas. Et je vais transformer ma déclaration de tableau indicé en tableau associatif. Pour cela, je vous rappelle que les tableaux associatifs doivent disposer d'une clé pour chaque valeur. Nous allons donc utiliser comme clé par exemple la région dans laquelle se trouve l'agence. Pour cela, nous allons donc indiquer pour le premier, on va l'appliquer au centre, même si c'est pas tout à fait exact, pour Paris. Nous utiliserons donc ensuite la symbolique suivante pour lier la région à la ville. Et nous allons recommencer la même démarche pour les autres villes. Ce sera la région du Nord pour Lille. Et ici, donc, la région du Sud pour Marseille. Nous allons commenter cette première partie pour éviter de perturber notre programme. Et nous allons donc nous assurer que notre nouveau tableau s'affiche correctement dans le navigateur. Nous voyons ici maintenant que notre tableau associatif est correct. Nous avons ici maintenant une clé à la place de l'indice et les différentes villes qui sont les valeurs de chaque élément de ce tableau. Revenons à notre éditeur. Nous allons donc maintenant créer notre boucle for each adaptée au tableau associatif. Et pour cela, nous allons, comme précédemment, déclarer l'agence avec le mot-clé as. Mais en ce qui concerne la valeur, nous allons devoir déclarer deux valeurs différentes, la clé et la valeur proprement dite. Nous allons donc appeler la clé clé et le contenu de la valeur proprement dite, nous allons l'appeler comme précédemment ville. Voilà. Nous avons ainsi défini les variables que nous pouvons utiliser dans ce corps de boucle. Il suffit maintenant de les utiliser dans le cadre de votre programme. En ce qui nous concerne, nous allons nous contenter d'afficher une ligne indiquant que l'agence du secteur, donc là en l'occurrence je vais rappeler le secteur du centre pour Paris, etc. Donc je vais utiliser la clé, une note concaténation pour coupler ça, se trouve, et là nous allons rappeler la ville qui correspond à ce secteur, à savoir ville. Nous allons ajouter à la fin un petit BR de sorte à retourner à la ligne et clôturer cette ligne par un point-virgule. Ce qu'il est intéressant et important de comprendre, c'est qu'ici, la clé, le nom que vous avez donné à cette variable, doit être réutilisé à l'identique ici. Vous auriez pu prendre une autre variable si besoin. Il est important cependant que ces deux variables soient identiques. De même, ici, le nom ville doit être réutilisé ici au sein de la boucle. Ces deux variables n'auront une existence que dans le corps de boucle délimité par les deux accolades que vous voyez ici. Nous allons enregistrer notre programme et le tester dans le navigateur. Vous voyez donc ce qui résulte de notre programme.
Nous avons bien l'agence du secteur centre se trouve à Paris, celle du secteur nord à Lille et celle du secteur sud à Marseille. Notre système fonctionne donc correctement. Nous allons maintenant nous intéresser à une instruction de contrôle qui s'appelle break. Cette instruction permet, au sein d'une boucle, là nous avons représenté ici un organigramme avec une boucle, donc nous tournons donc en l'occurrence 3 fois dans cette boucle. Ici, le schéma de droite indique les 3 boucles qui devraient théoriquement se produire, et nous voyons ici qu'au terme de la première boucle, survient un événement qui va donc déclencher un break et interrompre la boucle en question. Autrement dit, cette interruption va se matérialiser par une sortie de boucle ici, de sorte à reprendre le cours du programme. Nous allons voir comment utiliser cette instruction break dans une boucle. Sachez simplement que nous avons déjà exploité cette instruction lorsque nous avons utilisé la structure de choix switch, puisque nous avions utilisé un break pour sortir de chaque occurrence, de chaque choix que proposait la structure switch. Nous allons maintenant l'appliquer à une boucle en guise d'exemple. Je vous propose pour commencer de créer un tableau qui contiendra les ordres que nous allons donner pour chacun des tours de boucle. Je vais appeler donc ça tour. Voilà. Ce tableau donc contiendra à chaque fois, admettons, des 1 si nous désirons que ça tourne, et des 0 si toutefois le système doit sortir de la boucle. Mettons, nous avons une boucle qui est programmée pour 4 tours. Nous allons donc maintenant écrire notre boucle. Nous allons utiliser pour cela une boucle for. Donc comme toutes les boucles for, nous allons définir les 3 parties de cette boucle. À savoir, dans la première partie, je vous rappelle que nous devons mettre l'instruction d'initialisation du compteur. Le compteur s'appellera par exemple i. Nous allons l'initialiser à 0 par exemple. Ici, la condition de boucle sera donc tant que i est inférieur par exemple à 5 pour nos tests. Et ici, la troisième partie de la boucle for devra indiquer l'évolution de ce compteur. En l'occurrence, là, il est intéressant de bien analyser notre système pour éviter que la boucle ne parte en boucle infinie ou qu'elle ne démarre jamais. Il faut bien regarder de où on part et où on va. Et donc, il faut donc évidemment ici mettre une incrémentation de ce compteur pour que ça fonctionne correctement. Nous allons maintenant indiquer l'instruction qui se situera dans le corps de boucle. Pour cela, je vous propose d'afficher un texte qui indiquera tour numéro, et donc nous indiquerons ici la valeur du compteur i, et nous mettrons à la suite de ça une instruction BR de sorte à ce que cette information reparte à la ligne à chaque tour de boucle. Pour l'instant, nous avons un tableau ici. Donc comme tous les tableaux, je vous invite à vous assurer de son contenu en affichant sa valeur à l'aide d'un print R. Voilà. Et nous avons une boucle dessous qui, elle, doit pour l'instant tourner normalement. Nous allons tester ces 2 premières fonctionnalités avant d'aller plus loin. Je vais donc enregistrer cette page dans la structure break, dans une page qui va s'appeler break. Nous allons maintenant tester notre boucle dans un navigateur. Donc, basculons dans le navigateur. Nous allons ouvrir notre nouvelle page break. Et nous voyons ici, en haut, que le printer qui est fait pour afficher le contenu du tableau tour fonctionne correctement. Nous avons donc un 1 et un 0 ici. Et nous avons ici les différents tours de boucle qui s'affichent, qui sont le produit de la boucle qui tourne normalement. Nous allons maintenant revenir dans l'éditeur de code et intégrer ici une condition break qui arrêtera en fin de compte la boucle
dès qu'on rencontrera un 0 au niveau du tableau tour que nous avons créé. À savoir, nous allons faire un test if et nous allons tester ce tableau tour en lui affectant comme indice le compteur de sorte à ce qu'il évolue à chaque fois. Nous aurons ainsi à chaque tour de boucle la valeur 1, 1 et 0 et c'est à partir de ce 0 que nous arrêterons, que nous déclencherons le break. Donc nous allons indiquer ici le test, est-ce que cette valeur est-elle égale à 0? Et dans ce cas, nous exécuterons un break pour sortir de la boucle. Évidemment, ces informations-là sont simulées par le biais de ce tableau, mais elles pourront très bien être issues d'un flux de données extérieur. Nous allons enregistrer de nouveau cette page et la tester dans le navigateur. Nous voyons ici dans le tableau le contenu de notre tableau tour. Nous constatons que nous avons toujours 1, 1, 0. C'est ce 0-là qui va générer l'arrêt. Ici, nous avons les informations qui sont générées par notre boucle qui se trouve ici. Et nous voyons que au bout de la deuxième boucle, le programme s'arrête de lui-même puisque l'instruction break qui se trouve ici sera déclenchée dès lors qu'on trouvera un 0 et incitera le programme à sortir du corps de boucle. Et donc le programme s'arrêtera. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre instruction de contrôle qui est l'instruction continue. Comme vous voyez sur cet organigramme, nous avons de nouveau une boucle et ici de représenter les 3 tours de boucle. Et nous voyons qu'ici, au premier tour de boucle, est déclenchée une instruction continue et fait sauter, en fin de compte, le programme directement au second tour. Et que celui-ci continue son déroulement, contrairement à l'instruction break qui lui faisait sortir le programme de la structure de boucle. Nous allons maintenant donc tester cette nouvelle instruction dans le cadre du programme. Pour cela, nous allons reprendre le programme que nous avions avant en guise de structure. Nous allons peut-être le compléter un petit peu de sorte à avoir plus d'aisance dans les tours. Nous allons ajouter par exemple un plus grand nombre de tours. On va retester le fonctionnement de tout cela pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Je commente donc ce programme et je vais l'enregistrer, moi cette ligne, et je vais l'enregistrer dans Continue, le nom de l'instruction. Nous allons maintenant tester notre programme dans un navigateur. Nous voyons ici que notre programme se déroule complètement. Nous avons donc 7 tours de boucle, si on considère donc le premier tour numéro 0. Et ici, nous avons 7 ordres aussi correspondant aux valeurs du tableau qui se nomme tour. Nous allons donc maintenant modifier de la même manière la ligne conditionnée par le if et nous allons lui attribuer cette fois un continue. Et le tester de nouveau le navigateur pour nous assurer l'incidence. Là, je vais actualiser donc le code et vous voyez que nous sommes donc passés du tour 1 directement au tour 3 puisqu'il y a eu un saut de boucle. Et cela à partir de cet ordre. Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction include qui permet d'inclure des fragments de code dans différentes pages. Pour cela, nous allons ouvrir une page modèle contenant un tableau par exemple et je vous propose pour illustrer ce cas de créer un tableau menu qui sera donc placé en haut de la page dans lequel nous allons créer plusieurs colonnes. Chaque colonne correspondra par la suite à une rubrique du site dans lequel vous allez intégrer cette page. Nous pourrions nommer par exemple la première rubrique accueil, la seconde catalogue et la troisième par exemple contact. Enregistrons cette page modèle dans notre répertoire de test. Je propose d'utiliser par exemple, nous pourrions utiliser accueil, pourquoi pas, accueil.php. Voilà. Nous allons donc tester maintenant
cette page, on va peut-être lui mettre un titre, ce sera un peu mieux. Donc je propose de mettre un titre accueil, un titre de page, donc de type H1. Voilà, nous enregistrons cette page, nous la testons dans le navigateur. Ouvrons dans le répertoire structure, notre page accueil, et nous obtenons donc cette structure de page très simpliste, le tableau du haut étant censé représenter un menu. Si nous désirons maintenant réaliser par exemple la page catalogue, une fois dans l'éditeur, maintenant nous allons capturer donc ce tableau, nous allons le copier donc avec un CTRL X. Je vais créer donc une nouvelle page et je vais coller ce fragment de code dans cette nouvelle page. Donc j'ai le tableau d'une manière exhaustive qui est enregistré dans cette page. Cette page, je vais l'enregistrer dans le même répertoire que le précédent et je vais le nommer par exemple menu.inc. On a coutume d'ajouter .inc pour indiquer que la page dans laquelle la page concernée n'est pas une page autonome avec sa structure HTML, mais une page qui doit être incluse dans une autre page. C'est pour ça qu'on indique en général INC. Faites attention toutefois de toujours faire suivre vos pages du .php, auquel cas vous risqueriez d'avoir le code source qui s'affiche en direct dans le navigateur, ce qui peut être assez déplaisant. Enregistrez donc ce menu. Revenons maintenant ici à l'endroit où nous avons capturé notre menu. Nous allons y insérer à la place une balise PHP et utiliser l'instruction include de sorte à indiquer qu'ici doit être inclus le fragment de code que nous venons de réaliser. Voilà. Clôturons cette ligne. Si j'enregistre maintenant cette page et que je la teste de nouveau dans mon navigateur, et si j'actualise, j'ai strictement la même chose que précédemment, sauf que ici, mon menu du haut n'est plus présent physiquement dans la page, mais se trouve dans un fichier annexe qui s'appelle menu.inc. Alors vous allez me dire effectivement que si ça concerne une seule page, ça n'a pas un grand intérêt. Nous allons donc créer de nouvelles pages. Nous allons donc par exemple créer la page catalogue de la même manière. Voilà. Nous allons changer le titre pour pouvoir la dissocier de la précédente. Je l'enregistre. Et je vais aussi l'enregistrer dans une page qui va se nommer donc contact par exemple. Voilà, je vais aussi changer le titre de cette structure et l'enregistrer. Nous avons maintenant une structure de 3 pages. L'intérêt de cette structure serait de l'intégrer un menu n'est pas actif. Nous allons donc retourner dans la page menu.inc.php et nous allons y ajouter lien hypertexte, pouvoir passer d'une page à l'autre. Donc là, la page va s'appeler accueil.php. C'est la fin de ma balise A. Je vais renouveler la structure pour le lien. Je vais l'adapter donc à catalogue. Je vais aussi en faire de même pour contact, que je vais adapter à contact. Ne pas oublier les balises fermantes des encres, ici et là. Et d'enregistrer cette page. Revenons maintenant dans notre navigateur pour tester mon système. J'actualise, je vois ici que mes noms de rubriques sont désormais
transformé en lien hypertexte. Et si je clique par exemple sur catalogue, j'obtiens la page catalogue. Si je clique sur contact, j'obtiens la page contact. Et si je reviens sur accueil, je reviens sur accueil. L'intérêt de cela, vous l'avez compris, il me semble, c'est que nous pouvons donc à l'aide de ce fichier include modifier une information qui est présente dans de nombreuses pages et la propager donc très rapidement, puisque dès lors qu'elle est enregistrée, l'information sera présente dans toutes les pages où l'include a été inséré. Nous allons nous intéresser maintenant à la fonction qui permet de rediriger un utilisateur vers une autre page à l'aide d'une fonction PHP. Nous allons pour cela l'intégrer dans une petite application et nous allons ouvrir, donc, nous allons commencer par ouvrir une structure de formulaire. Ce que je vous propose pour tester cette redirection, c'est de faire une première page de contrôle d'accès où on va demander donc le code à une personne, donc code d'accès. Nous allons d'ailleurs nommer le nom de ce champ code, voilà. Et nous allons enregistrer cette page de suite sous le nom donc structure. Nous allons appeler donc cette page par exemple login. Voilà. Pour que le formulaire fonctionne, nous devons renseigner l'attribut action. Cette page s'appelant login, nous allons donc la nommer login aussi, de sorte à ce que les informations soient renvoyées sur cette même page. Nous allons maintenant donc enregistrer cette page. Si nous désirons la tester, il serait judicieux de voir les flux passants, puisque, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en méthode POST. Pour envoyer un code, il est préférable de rester en méthode POST. Cependant, pour s'assurer que les informations sont bien envoyées sur la page, je vous propose d'aller récupérer dans notre modèle le code printer que nous avons déjà utilisé à maintes reprises et de l'insérer à la fin de cette page. Si j'enregistre maintenant tout cela et que je teste ma première page dans le navigateur, donc ma page login, là vous voyez que le tableau post s'affiche à l'écran mais qu'il est vide, c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas encore soumis l'information. Admettons que le code que nous allons réaliser par la suite soit 1, 2, 3, 4, si je clique sur envoyer, vous voyez que les informations sont bien récupérées dans le tableau post, comme nous l'avons vu précédemment. La première correspond au code, et le mot-clé est en code, c'est 1, 2, 3, 4, et nous avons aussi, comme dans tous les formulaires, le bouton qui est renvoyé automatiquement. Revenons maintenant dans l'éditeur de code. Le but de notre système est de renvoyer l'utilisateur vers une page privée. Nous allons donc créer une nouvelle page à partir d'un modèle. Nous allons prendre une page classique PHP et nous allons indiquer dans cette page qu'il s'agit donc d'une page protégée, à savoir, nous allons le mettre dans une balise de titre, page privée, nous allons l'appeler page privée par exemple. Et voilà notre balise de titre. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin des balises PHP. Cette page, nous allons l'enregistrer dans le même répertoire structure où nous nous trouvons actuellement. Je vais la nommer, par exemple, page privée. Et je reviens maintenant dans ma page de login. Je vais donc maintenant saisir un bloc PHP au-dessus de cette page. C'est la première fois effectivement que nous saisissons un bloc de code PHP au-dessus de la balise HTML. Nous sommes obligés de le faire pour cet exercice dans la mesure où la fonction header que nous allons utiliser, c'est une fonction de tête et elle doit être obligatoirement appelée avant qu'il y ait quoi que ce soit d'envoyé dans le navigateur. En l'occurrence, donc avant que la page HTML ne soit envoyée au navigateur. Je vais faire donc mon test ici, je vais tester avec un if et je désire tester l'existence d'une des variables du formulaire. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction iset qui permet de tester l'existence d'une variable.
Je vais donc indiquer derrière la variable concernée. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser par exemple, nous pourrions utiliser la variable code. Nous allons donc dans notre cas utiliser la variable bouton, qui est aussi envoyée, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc je vais déclarer bouton, de sorte à m'assurer que le formulaire a bien été envoyé. Et je vais donc ensuite délimiter les actions qui vont être conditionnées par ce if par 2 accolades. Nous pourrions dès maintenant peut-être nous assurer que ce système fonctionne correctement en ajoutant une fonction provisoire, en ajoutant un écho par exemple. Je vais ajouter écho OK, et de sorte à m'assurer que ce écho OK, cette instruction, est bien exécutée exclusivement lorsque je valide mon formulaire. Je vais donc enregistrer ma page et passer dans le navigateur pour tester son fonctionnement. Voilà, j'arrive dans mon formulaire, je vais taper un code quelconque et je vais valider mon envoi. Je vois que nous recevons bien dans le printer les 2 informations et que le test qui utilise l'existence de boutons a bien fonctionné puisque le OK s'affiche correctement en haut. Je vais maintenant revenir dans mon code pour continuer le développement de mon système de login et supprimer cette fonction provisoire. Et je vais maintenant ajouter dans le bloc de code conditionné un deuxième if qui lui va tester le code qui est envoyé. En l'occurrence, nous allons donc ce code qui est dans une variable post, donc qui se nomme code. Donc nous allons le tester pour voir si ce code est égal à une valeur que nous allons fixer. Nous allons prendre par exemple 1, 2, 3, 4, pourquoi pas, en guise d'exemple. Voilà, ce sera le code secret à respecter. Donc ce test, lui, on va faire un peu de tabulation pour que ce soit plus explicite. Le test que nous venons de faire va donc conditionner un nouveau bloc. Et dans ce bloc, je vous propose par exemple d'utiliser l'instruction header dont je vous parlais précédemment, qui va permettre de faire une redirection. Cette fonction header, qui est une fonction, donc c'est une fonction de tête, on peut s'en servir d'ailleurs dans d'autres contextes. Là, nous allons l'exploiter pour indiquer qu'il s'agit d'une redirection. Donc nous allons ajouter location derrière, comme vous venez de le voir, suivi de 2 points. Et dans la syntaxe de cette fonction, nous devons indiquer derrière le nom de la page sur laquelle nous désirons être redirigés. Donc là, nous allons prendre en l'occurrence la page privée que nous avons créée précédemment, puisque si le code est correct, nous allons renvoyer l'utilisateur dans la page privée. Donc je vais taper page privée.php. Je vais fermer mes doubles cotes. Faites attention au passage, les doubles cotes s'ouvrent ici et se ferment à la fin, juste avant la parenthèse. Donc je mets un point virgule pour clôturer cette instruction. Je vais donc maintenant enregistrer ma page et tester ma nouvelle page dans le navigateur. Donc j'ouvre le navigateur, je saisis par exemple un code correct, 1, 2, 3, 4, qui correspond donc au code attendu, et je clique sur envoyer. Et vous voyez que automatiquement je suis redirigé vers, comme nous pouvons le voir d'ailleurs là-haut, vers la page privée, qui est la page vers laquelle nous avions programmé une redirection. Si je reviens en arrière et que je saisis donc un code erroné, par exemple, et que je valide mon choix, vous voyez que là je reste dans la page, aucune information n'est affichée. Il serait peut-être utile de rajouter un petit script pour indiquer que le code est erroné. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, nous allons nous positionner donc à la suite de l'instruction if et nous allons ajouter une instruction else qui elle-même aura donc 2 accolades. Bon, au passage, je pense que vous l'avez compris, les accolades n'ont pas lieu d'être ici, mais pour la lisibilité, je les garde quand même, sachant que par la suite, ça nous permettra d'ajouter d'autres instructions, puisque lorsqu'on n'a qu'une instruction, les accolades sont facultatives.
Je vais donc ici, par exemple, je propose d'initialiser une variable qui va s'appeler erreur. Je vais l'initialiser avec un message que je vais définir tout de suite. Votre code est incorrect. Voilà. Et ce même code, cette même variable ici, je vais l'utiliser pour conditionner un message qui va s'afficher dans le body. Donc là, je vais rajouter une insertion PHP, voilà, et je vais rajouter ensuite un if qui va lui aussi s'appuyer sur la fonction iset qui permet de tester l'existence d'une variable. Cette variable sera ni plus ni moins que la variable erreur que je viens de créer, et si elle existe, donc n'oubliez pas de fermer les deux parenthèses ici, et si elle existe, cette variable erreur, eh bien je propose de l'afficher à l'écran. Donc en l'occurrence, peut-être pour qu'elle soit bien vue, nous allons peut-être l'encadrer avec une balise H1 ou H2, peut-être ça suffira. Voilà. Et donc ici, j'ai ma variable. Je ferme ensuite ma balise H2. Voilà. Voilà, donc ici, cette ligne permettra d'afficher l'erreur si elle existe. Donc si l'erreur existe, je l'affiche. Cette erreur sera donc initialisée ici, si toutefois le code de la personne est incorrect. Nous allons enregistrer tout ça, le tester de nouveau dans le navigateur. Je vais donc retester en envoyant de nouveau une valeur erronée. Si je clique sur envoyer, vous voyez que le message que j'ai défini, donc dans mon haut de page, est bien affiché en H2 dans ma page. Notre petit programme est maintenant terminé, cependant il est intéressant de noter que la page protégée que nous avons créée, page privée, n'est pour l'instant aucunement protégée. Nous verrons par la suite, lorsque nous verrons en l'occurrence les sessions, comment peut-on protéger une page de sorte à s'assurer que la personne s'est bien loguée avant. Pour l'instant, nous sommes limités au formulaire de login et cette application n'est aucunement productive puisqu'il manque effectivement le script qu'il faudra rajouter ici pour s'assurer que la personne s'est loguée initialement. Nous allons maintenant nous arrêter pour ce qui concerne cette leçon qui clôture d'ailleurs le paragraphe sur les structures de programme. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctions utilisateurs. Dans ce nouveau chapitre, nous aurons l'occasion de voir la syntaxe d'une fonction, puis par la suite les différentes alternatives, les différentes options que nous avons